aujourd'hui, je vais vous parler, oui, c'est évidemment un hommage à Hubert Reeves, c'est le premier livre que j'ai lu d'astronomie, s'appelait Poussière d'étoiles, et j'ai eu envie d'en parler. Souvent, j'aime bien commencer mes conférences, là je vois pas, j'ai les lumières dans les yeux, mais demander aux gens dans le public qui a déjà entendu parler de Nous sommes des poussières d'étoiles. C'est super réactif, je dis, on a eu la lumière et tout. Et maintenant, qui n'a jamais entendu parler de Nous sommes poussières d'étoiles? Et qui n'a pas levé la main? C'est bon, on peut commencer, tout le monde est réveillé. On verra si c'est encore le cas à la fin. Donc l'idée, c'est de comprendre un petit peu nos origines cosmiques. Et quand je parle, j'aime bien montrer mes photos de vacances et des crêpes. Je sais pas, c'est peut-être mon côté avec un nom en EC. Mais c'est pas juste pour montrer mes photos de vacances. Là, vous voyez déjà, c'est une vidéo prise par la NASA de notre planète. Et on voit la Terre qui respire au fil des saisons. Donc on voit vraiment les calottes glaciaires qui augmentent en hiver, les forêts qui poussent en été. Donc on voit vraiment cette belle planète qui respire. Et tout autour, j'ai mis plein de photos différentes qui montrent un petit peu toute la diversité qu'il y a sur Terre. La diversité de paysages, de faune, de flore. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est d'où vient toute cette diversité? C'est une question qui semble assez simple comme ça. J'espère que vous avez le temps, parce que pour l'expliquer, on va faire un petit voyage qui dure 13,8 milliards d'années. Bon, il se trouve qu'avec mon accent breton, je parle assez vite, donc ça va aller peut-être plus vite. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Mais donc j'espère que vous êtes prêts pour ce voyage. Et ce voyage, il va commencer par une image. C'est la plus vieille image qu'on connaisse de l'univers. Je vous expliquerai tout à l'heure d'où elle vient. Donc ça, c'est le début de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années. Et comment on sait ça? En fait, il y a un astronome, Edwin Hubble, il n'était pas tout seul, il y a pas mal de gens qui l'ont aidé à faire cette découverte, notamment Henrietta Leavitt, qui était vraiment cruciale pour ses observations. Il se rend compte, en observant avec ce télescope ici, au mont Wilson, en 1929, que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Donc si toutes les galaxies s'éloignent de nous, je pense que vous connaissez la réponse aujourd'hui, mais au départ, il a mis du temps à comprendre. On dit tout s'éloigne de nous, est-ce qu'on est au centre? Non, c'est un petit peu plus complexe. Je me suis bien demandé s'il n'y a pas de Belges dans la salle. Non. Ou il n'y a pas de Belges susceptibles dans la salle. Parce qu'en fait, ils ne sont pas que... Enfin, je vais rien dire. Mais l'abbé Lemaitre, qui est un Belge, en 1927, il avait déjà prédit que l'univers devait être en expansion. Et c'est là qu'il n'est pas con, le mec. Il dit l'univers en expansion, donc si on fait le film en arrière, il devait être plus petit hier qu'aujourd'hui. Ça va? C'est pas trop compliqué. Donc on revient en arrière, l'univers est de plus en plus petit, on arrive à un instant de création, il y a à peu près 13,8 milliards d'années. Il fait relativement chaud, la température est infinie, la densité est infinie, donc il y a tout l'univers qui est concentré dans un point très petit. C'est une idée qui n'est pas acceptée au départ. D'ailleurs, le nom Big Bang, je pense que vous le savez, enfin j'imagine que beaucoup de gens dans la salle le savent, que le mot Big Bang, c'est venu de Fred Hoyle, qui était un astrophysicien britannique, et qui un soir, la BBC s'est moqué de cette théorie, il n'était pas d'accord avec la théorie, il a dit « ouais, c'est comme si tu avais vu un gros bang », et le mot Big Bang est resté. Pour l'anecdote, je suis passé à la télé belge il n'y a pas longtemps, et il y avait des gens qui voulaient réhabiliter l'abbé Lemaitre. Ils ont décidé de faire un jour de l'abbé Lemaitre, et ils ont décidé de le faire le soir, enfin ils ont décidé le jour où Fred Hoyle a appelé ça le Big Bang. Donc les mecs, on se fout de la gueule du Belge, et ils décident de choisir ce jour-là plutôt que le jour où il a sorti sa théorie. Je trouvais ça un peu bizarre, mais c'est pour l'anecdote. Donc il y aura une journée, l'abbé Lemaitre, en Belgique bientôt, pour fêter un petit peu cette grande découverte. Donc je ne suis pas cosmologiste, je ne vais pas rentrer dans les grands détails au moment du Big Bang. Par contre, j'aime bien, s'il y a un truc que je vais vous montrer plein de fois, c'est que j'ai envie que vous le reteniez. Donc ce truc-là, je vais vous le dire 5, 6, 7, 8, 9 fois, et j'espère que vous retiendrez ça en sortant. C'est qu'il y a à peu près, donc 379 000 ans après le Big Bang, l'univers devient assez froid. Il fait 3000 degrés à peu près, en fait j'ai écrit 5000, mais c'est 3000. On forme les premiers atomes d'hydrogène et d'hélium. Et ça, vraiment, j'ai envie que vous le reteniez. Le Big Bang forme quasiment que de l'hydrogène et de l'hélium. Si vous avez fait un petit peu de chimie, je suis sûr que c'est un truc qui vous a passionné quand vous étiez petit ou petite, vous savez que l'hydrogène et l'hélium, c'est les atomes les plus petits, qu'on les a dessinés ici. Donc le Big Bang forme principalement, je simplifie, forme principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Et là, on arrive à cette image que je vous ai montrée tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est cette image? C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est un terme assez complexe, mais qu'est-ce que ça montre simplement? C'est que quand l'univers était chaud, on avait une sorte de brouillard. C'est-à-dire que les électrons que vous voyez ici en noir, donc un atome d'hydrogène, c'est un proton et un électron. Comme il fait chaud, les électrons n'arrivent pas à s'attacher aux atomes, aux protons. Donc on a une sorte de brouillard. Vous savez comment ça marche le brouillard? Moi j'ai grandi en Bretagne, je l'ai beaucoup vu. C'est qu'on a des grands nuages d'eau, pour le coup.
la lumière, quand elle interagit avec l'eau, elle ne passe pas au travers, du coup, on n'a pas de lumière qui sort. C'est pour ça qu'on est bien embêté quand on conduit dans le brouillard. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a un brouillard d'électrons, donc la lumière ne peut pas sortir à cause de ces électrons. Et donc, à partir du moment où l'univers devient froid, il fait seulement 3000 degrés, ça fait 379 000 ans que le Big Bang a eu lieu, les électrons se rattachent aux protons, on a la formation des premiers atomes neutres, et comme dirait l'autre, et la lumière fut. Donc c'est la première lumière. On la voit maintenant, c'est intéressant, c'est une prédiction forte du modèle de Big Bang. Il faut savoir qu'elle a été observée dans les années 60 par deux astronomes qui faisaient des observations en micro-ondes. Ils ont trouvé de la lumière dans toutes les directions, ils se sont rendus compte que c'était la lumière qui restait du Big Bang. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont à peu près mon âge, ou peut-être un peu plus. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir vu la télé quand elle était mal réglée avec des petits points noirs, des petits points blancs? Je ne sais pas si vous savez, mais une petite partie de ce rayonnement venait du Big Bang. Et c'était peut-être plus intéressant que ce qu'il y a à la télé aujourd'hui. Enfin, j'ai rien dit, mais c'est... Donc là, je vous ai dit, donc, est-ce que vous vous rappelez l'univers, le Big Bang, il a formé quoi? L'hydrogène, il y a au moins une personne au premier rang qui suit. L'hydrogène et l'hélium, il y a deux personnes qui suivent, c'est parfait, on peut continuer. Mais si vous regardez le tableau de Mendeleïev, que je suis sûr vous avez toutes et tous accroché au-dessus de votre lit, on voit qu'il y a plein d'autres atomes. Donc la question qu'on va se poser, c'est d'où viennent les autres atomes, sachant que la conférence s'appelle « Nous sommes des poussières d'étoiles ». À votre avis, ça vient d'où? Des étoiles, c'est bon. Donc avant d'arriver aux étoiles, on va faire un grand bond en avant. 500 millions d'années après le Big Bang, on va former les galaxies. Comment ça marche? L'une des forces majeures dans l'univers, c'est la gravité. La gravité, j'explique toujours, c'est ce qui empêche mes étudiants de se lever le matin, mais ça permet aussi à tout ce qui a une masse de s'attirer. Donc du coup, les grands nuages de gaz deviennent de plus en plus grands, ils accrètent, par accrétion, on forme des galaxies de plus en plus complexes, et c'est comme ça qu'on a formé notre galaxie, la Voie lactée. Vous avez remarqué, j'aime bien poser des questions au public, en plus c'est cool ici, il rallume la lumière dès que je pose une question, c'est hyper interactif. Et c'est une question que j'aime bien poser, et souvent la réponse me rend assez triste. Là, je vous demande qui a déjà vu la Voie lactée, qui reconnaît ça ici? Bon, on est à un truc de ciel, l'espace, donc j'espère qu'il y a pas mal de gens qui sont passionnés de... Et je me rends compte, quand je donne des cours, qu'il n'y a même pas 50% des gens qui ont déjà vu la Voie lactée. Donc ce qu'on voit, ici c'est notre galaxie, comme elle est vue par la tranche, on en voit juste une bande, et j'invite vraiment toutes les personnes qui ne l'ont jamais vue à le faire. En plus, en France, on a de la chance, on a des réserves internationales du ciel étoilé, il y en a une dans les Cévennes, il y en a une au Pic du Midi, dans le Limousin, au Parc des Mille Vaches, dans les Alpes-Maritimes aussi, dans les Alpes d'Azur et le Mercantour. Donc, si vous prenez des vacances, allez à un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse et profitez de ce ciel, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et en plus, en regardant la Voie lactée, on peut un petit peu se rattacher à nos origines cosmiques. Donc, on a formé les premières galaxies, la gravitation, on va encore agir, cette fois c'est sur des plus petites échelles. On a des nuages de gaz qui font plusieurs années-lumière de large, qui, sous l'effet de la gravitation, vont s'effondrer. Donc là, au centre, les particules, les atomes, donc d'hydrogène et d'hélium, ils vont s'agréger, ça va former quelque chose de très dense. Il en a une étoile qui va se former au centre, je vous expliquerai tout à l'heure comment ça marche une étoile. Et autour, on a un disque qui se forme. Donc on a un disque avec du gaz et de la poussière. Dans ce nuage de gaz et de poussière, il va y avoir quelques petits grumeaux. Les grumeaux vont devenir de plus en plus grands, ce qu'on appelle les planétésimaux. Ils vont accréter, ils vont accréter. Et petit à petit, on va voir des planètes. Là, il y en a une qui se forme ici, il y en a d'autres qui se forment par un autre endroit. Et ce qui est intéressant, bon, je ne l'ai pas dit, mais j'espère que vous savez, c'est une vue d'artiste, évidemment. On a des sillons qui vont se former. Donc ça, c'était, depuis Laplace, on pense que les planètes et les étoiles se forment comme ça. Donc un des trucs intéressants, si on veut vraiment prouver cette théorie, on devrait voir des sillons. On devrait pouvoir voir des disques et des sillons dans les disques. Pour ça, on va les regarder dans les endroits où se forment les étoiles. Donc, dans le disque de la galaxie, pour former les étoiles, on a besoin de gaz et de poussière. C'est là qu'il y a du gaz et de la poussière. On va zoomer. Là, par exemple, j'ai choisi un endroit qui s'appelle la Carène. On le voit très bien dans l'hémisphère sud. Et là, on a du gaz, en rose, on a du gaz qui est chauffé. On a des endroits un petit peu sombres. Ce qu'on voit là, c'est de la poussière. On zoome. On fait un petit voyage de plus de 6500 années-lumière, là, en fait. Plus de 600... vous m'entendez mieux, là, en fait. Si vous ne m'entendiez pas depuis le début, je suis désolé. Mais l'univers, le Big Bang, a formé l'hydrogène et l'hélium, si vous avez raté le début. Donc on avance. Là, vous voyez des endroits où il y a de la poussière, il y a du gaz. Et c'est assez magnifique. On peut vraiment voir où se forment les étoiles. Et ça, c'est fait avec un télescope qui a un grand champ, donc on ne voit pas beaucoup de détails.
Maintenant, si on prend un télescope comme le télescope spatial Hubble, on peut voir des régions comme ça, là où par exemple ici vous voyez une étoile qui est en train de naître, il y a des jets qui en sortent, ici aussi. Chaque petit point qu'il y a là, c'est une étoile en train de se former, donc on a des grands nuages de gaz et de poussière qui, sous l'effet de la gravitation, deviennent de plus en plus denses et vont former une étoile. Évidemment, j'espère que tout le monde a vu cette image qui est sortie à la mi-juillet, c'était l'une des premières images du James Webb, où là ce qu'on voit c'est juste fantastique. Je dois avouer que j'ai beaucoup d'émotions quand j'ai vu cette première image. Ce qu'on voit ici, c'est des étoiles qui sont assez massives. Le vent de ces étoiles et le rayonnement de ces étoiles va sculpter ce qu'il y a autour et va compresser tout ce qu'il y a là, ça crée ce qu'on appelle les falaises qu'on voit ici, et engendrer de la formation d'étoiles. C'est vraiment quelque chose de splendide, on voit toutes ces étoiles qui se forment, avec le James Webb dans l'infrarouge, on arrive à aller au travers de la poussière et voir ces étoiles. C'est juste splendide, et il y a eu énormément d'images extraordinaires sorties par ce télescope. Je pense notamment à cette image qui est sortie il n'y a pas longtemps. Moi je l'avais vue pour la première fois, c'était une observation qui a été faite le 1er avril 1995 par le télescope spatial Hubble. Et je pense qu'il y a toute une génération d'astronomes qui est devenue passionnée par l'astronomie en voyant cette image de ce qu'on appelle les piliers de la création. Et là, je regarde les plus jeunes qui sont là aujourd'hui. J'imagine, j'espère, qu'il y a des gens qui iront vers les sciences après avoir vu ces images qui sont vraiment fantastiques, où on voit des piliers qui font plusieurs années-lumière de large, avec des étoiles qui se forment. Ça, c'est en infrarouge proche. Donc là, on voit tous les étoiles dans la Voie lactée derrière. Ici, on voit des étoiles qui se forment. Et avec MIRI, dans l'infrarouge moyen, on voit vraiment la poussière. Les étoiles n'émettent pas vraiment dans l'infrarouge moyen. Donc on voit vraiment les étoiles qui sont en train de se former. Je me suis amusé, j'aime bien m'amuser sur Twitter, je partage pas mal d'images, et j'avais partagé ces images, il y avait celle-là notamment, c'était là on voyait une main, et d'autres m'ont dit là on voit un doigt. Mais j'ai pas beaucoup d'imagination, j'arrivais pas à voir de doigts, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'a priori, donc, je ne sais pas exactement quel était le message de l'univers, mais je vous laisse interpréter. Il y a d'autres formes intéressantes. J'avais posté ces images en disant qu'est-ce que vous voyez? Et je ne sais pas si vous connaissez le dessinateur Boulet, qui est quelqu'un de vraiment, vraiment talentueux. Quelques minutes après, il m'a dit moi je vois ça. C'est plutôt pas mal. Avec un peu d'imagination, notre cerveau arrive à voir des choses. Moi, je vous rassure, il n'y a pas de cheval ni quoi que ce soit. Hein, c'est juste notre esprit qui joue des tours. Mais c'est beau de voir un petit peu comment les observations par le James Webb deviennent quelque chose de vraiment populaire qui touche vraiment tout le monde. Et je pense que c'est un truc important. Et tout le monde dit que ce télescope a coûté très cher. Oui, il a coûté 10 milliards d'euros. Mais s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux sciences grâce à ces images, ben c'est quelque chose de gagné. C'est vraiment, ça valait le coup parce qu'on a besoin que tout le monde comprenne le mieux possible les sciences. Je vous parlais tout à l'heure, vous vous rappelez cette image qui était une vue d'artiste? Il faut savoir qu'avant, il y a quelques années, quand cette image est sortie avec le télescope ALMA, cette vue où on voyait des disques avec des sillons, c'était vraiment des vues d'artistes. D'ailleurs, j'ai un collègue qui s'appelle Gus Kalchana qui fait les vues d'artistes pour les eaux. Il me dit que quand on a sorti cette image, j'avais fait la vue d'artiste il y a quelques années avant, et la vue d'artiste, c'était exactement ce qu'on a vu. Enfin, je dois avouer que le jour où j'ai vu cette image, je me rappelle exactement où j'étais, on voyait vraiment pour la première fois un disque avec des sillons où vont se former les planètes. Donc ça, c'était avec ALMA. Moi, j'ai eu la chance, j'ai toujours la chance, de travailler avec un instrument qui s'appelle Sphère. Il y a Guillaume qui me dit de mettre le micro un peu plus près. Donc, le Sphère, c'est un instrument qui fait des images très très près des étoiles, qui arrive à voir ce qui se passe très près des étoiles et qui a une très bonne résolution angulaire qui permet vraiment de voir des détails très fins. Et toutes les images qu'il y a ici, c'est des images qu'on a obtenues avec l'instrument Sphère. Moi, je participe depuis le début, depuis 2014, à l'analyse des données. Donc, on est les premiers à recevoir les données. Donc, je dois vous avouer que quand on a reçu celle-là, je me rappelle, avec Anne-Marie Lagrange, on a envoyé un email en disant « Ceci n'est pas un modèle ». Les observations étaient tellement parfaites qu'on avait l'impression de voir limite une vue d'artiste. Celle-là est splendide aussi, c'est une étoile en train de se former. Ce truc-là, les gens disent que ça ressemble à un yo-yo, mais on voit vraiment un disque où vont se former des planètes. Il faut se dire que là, on est en train de voir ce qui s'est passé il y a plus de 4,5 milliards d'années dans le système solaire. On voit la formation d'étoiles. Il y en a plein de splendides. Celle-là, c'est, je pense, celle que c'est ma préférée. En fait, ici, on voit ce petit point qui est là. C'est une planète en train de se former. Pour la première fois, on voyait directement dans des images une planète qui se formait. C'était vraiment une confirmation de tout ce qui avait été prédit. C'était vraiment un beau moment quand on a vu cette image. Il y a une deuxième planète qui a été découverte ici aussi. Donc c'était vraiment splendide. Et autour maintenant, hop, ça devrait changer, avec ALMA, c'est Myriam Benesti, ma collègue à Nice, qui a réussi à imager ce disque autour. Et là, on est en train de voir une étoile qui se forme, avec autour une planète qui se forme, et autour de la planète qui se forme, une lune qui va se former. Donc c'est vraiment extraordinaire. On est passé on arrive à voir les étoiles, on arrive à voir les planètes en formation,
et maintenant on arrive à voir ces lunes au-dessus. Enfin, ces instruments sont en train de vraiment révolutionner notre compréhension de la formation des planètes et des étoiles. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir de faire partie de cette belle aventure. Si vous vous rappelez bien, je crois que je l'ai dit une ou deux fois, l'univers, il a formé au moment du Big Bang, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Je ne vous demande pas, je pense que vous avez retenu, enfin j'espère. Donc, je vous ai raconté qu'on allait former des étoiles, qu'il allait y avoir un disque autour de ces étoiles, que dans ces disques, on allait former des planètes, mais qu'on ne pourrait pas former un truc comme la Terre. Si vous regardez la Terre, 93% c'est fait du fer, de l'oxygène, du silicium, du magnésium. Donc ça nous manque. Si on regarde la croûte terrestre, c'est fait en grande partie de silicium, d'oxygène, d'aluminium à 82%. Si vous mélangez ça de différentes façons, ça fait des silicates ou du sable, des choses comme ça, ou des cailloux. Donc là, il manque des choses. Si on regarde l'être humain, l'être humain, il est fait quoi? Il est fait en grande partie de carbone. Évidemment, on est fait en grande partie d'eau. J'aime bien dire que même les Bretons sont faits en grande partie d'eau. C'était une découverte récente. Donc la question, c'est, voilà, si on avait juste le Big Bang qui a fait l'hydrogène et l'hélium, on ne pourrait pas avoir de la Terre, on ne pourrait pas avoir d'être humain. Donc, sachant que le titre de la conférence c'est « Nous sommes des poussières d'étoiles », vous savez bien que la solution, c'est les étoiles. Tout ce qui est en nous, qui n'est pas d'hydrogène et de l'hélium, vient d'étoiles. C'est quelque chose qui semble évident aujourd'hui, mais ça fait même pas un siècle qu'on le sait. Donc pourquoi les étoiles brillent? C'est une question qu'on s'est posée pendant très longtemps. Est-ce que c'est une grande boule de feu? Est-ce que c'est quelque chose qui se contracte? D'où vient l'énergie? Des gens pensaient que c'était peut-être des impacts. Il y avait des gros météorites qui tombaient sur le Soleil, c'est ça qui créait les taches solaires. Donc on a mesuré, pas moi, c'était il y a quelques temps, ça fait plus d'un siècle quand même, la puissance qu'on reçoit du Soleil, donc 3,846 fois 10 puissance 26 watts. J'ai fait le calcul, c'est 100 millions de milliards de fois plus que ce qu'avait faisait un doc dans Retour vers le futur. Donc il avait besoin de beaucoup d'énergie, mais le Soleil, il en produit beaucoup plus, enfin, de puissance, il en apporte beaucoup plus. Ça fait donc seulement un siècle qu'on connaît la source d'énergie du Soleil, et j'imagine que vous le savez. Hier, j'ai regardé un livre pour enfants qui disait que le Soleil, c'était une grande boule de feu. Donc le Soleil n'est pas une grande boule de feu. Ce qui se passe au centre, c'est des réactions nucléaires. Je vais vous l'expliquer. Il y a ce monsieur, là, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Albert. Il a fait des calculs savants. Les deux premiers n'ont pas marché. Et ensuite, il est arrivé à E égale MC2. Là, ce qui est cool ici, c'est que vous allez en plus allumer la lumière. Si je demande qui a déjà entendu E égale MC2? Et qui peut me l'expliquer? Les mains se baissent très vite. Il y a des gens qui sont prêts à me l'expliquer. Mais j'aime vraiment voir la vitesse à laquelle les mains descendent. Donc, ce qu'il faut savoir, je vous ai dit tout à l'heure que les étoiles se formaient à cause de la gravité. Donc, les atomes se rapprochent, se rapprochent, se rapprochent. Ce qui fait qu'au centre de l'étoile, la pression et la température est tellement élevée que la fusion nucléaire est possible. Donc, les atomes d'hydrogène vont fusionner pour donner des atomes plus grands. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on prend 4 atomes d'hydrogène, ça forme de l'hélium et de l'énergie. Chaque seconde, le Soleil, si vous le regardez, mais ne le regardez pas directement, je pense qu'on vous l'a dit pendant les éclipses, mais imaginez, si vous regardez le Soleil, chaque seconde, il y a 600 millions de tonnes d'hydrogène qui fusionnent. Cela produit 596 millions de tonnes d'hélium. J'ai fait un petit peu de maths en primaire. 600 moins 596, il y a 4 millions de tonnes qui sont perdues chaque seconde. Et qu'est-ce qu'elles deviennent, ces 4 millions de tonnes? En fait, ce qui se passe, E égale MC2, on sait qu'une particule qui a une masse M a potentiellement une énergie E qui est égale à M fois C, qui est la vitesse de la lumière, au carré. Donc ça faut dire que chaque seconde, on produit l'équivalent de 10 milliards de bombes à hydrogène dans le Soleil. Il y a une source d'énergie qui est vraiment énorme. Le Soleil fait ça depuis 5 milliards d'années et va le faire pendant encore 5 milliards d'années. Alors, le Soleil aujourd'hui, j'aime bien mettre des mots que vous pouvez placer en soirée, c'est pour impressionner vos amis. Le mot séquence principale, par exemple, c'est un truc, c'est pas facile à placer, et vous pourrez peut-être en parler. En plus, il y a une photo assez extraordinaire ici. C'est une photo du Soleil en Bretagne, à la Pointe Saint-Mathieu. On m'a dit que c'était assez rare qu'on pouvait la dater, ça voulait dire que ça datait d'avant 78. Je pense que c'est un petit peu de mauvaise langue, mais c'est pour éviter qu'il y ait trop de touristes, on m'a dit. Alors, je reviens en arrière. Ce qui se passe, c'est que sous l'effet de la gravitation, le Soleil fusionne de l'hydrogène en fait de l'hélium. C'est ce qui se passe depuis 5 milliards d'années. Et cette phase, qu'on appelle la séquence principale, donc où on brûle de l'hydrogène en hélium, c'est la plus longue période de l'évolution des étoiles. Toutes les étoiles dans l'univers, 90% de leur vie, elles fusionnent de l'hydrogène en hélium. Par contre, un truc assez contre-intuitif, c'est que plus une étoile est massive, moins elle vit longtemps.
On aurait tendance à dire, si j'ai un plus gros réservoir, bah, ça va durer plus longtemps. Si vous avez une voiture avec un plus gros réservoir, a priori, vous pouvez rouler plus longtemps. Sauf qu'en général, en voiture, quand on a un plus gros réservoir, c'est qu'on a une voiture plus grosse, on a plus comme un sur l'accélérateur. J'ai un truc dans la gorge, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, on consomme beaucoup, et le réservoir se vide vite. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec les étoiles. Si elles sont plus massives, il y a plus d'énergie à cause de la gravitation. Les réactions nucléaires sont plus efficaces, et du coup, ça dure moins longtemps. Donc plus une étoile est massive, moins elle vit longtemps. Donc, le Soleil va vivre 10 milliards d'années. Certaines étoiles plus massives vont vivre que, entre guillemets, quelques millions d'années. Je crois que vous êtes rendu compte que quand je voulais vraiment que vous reteniez un truc, je le montrais plusieurs fois. Donc il y avait l'hydrogène et l'hélium. Ce truc-là, je vais vous montrer peut-être aussi souvent. En plus, au milieu, j'ai mis hydrogène et hélium. Mais pourquoi je vous montre ça? Donc la conférence, c'est Nous sommes des poussières d'étoiles, et cette image, enfin, je vais vous l'expliquer. Ceux qui ne sont pas intéressés, ils peuvent dormir après. C'est un petit peu pour vous raconter un petit peu rapidement toute l'histoire, et après je le ferai en détail. Les étoiles se forment dans le milieu interstellaire. Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. On a d'immenses nuages de gaz et de poussière, sous l'effet de la gravitation en forme des étoiles. Les étoiles évoluent différemment selon leur masse. Donc des étoiles de faible masse, comme le Soleil, vont devenir des étoiles AGB. Je l'ai mis en rouge parce que c'est mon sujet de recherche, donc c'est un truc hyper important du coup. Ensuite, elles vont donner des nébuleuses planétaires, donc l'étoile va se contracter, se réchauffer, ioniser l'enveloppe, pour donner une naine blanche. Donc en gros, les étoiles de faible masse donnent une naine blanche. Les étoiles massives vont devenir des supergéantes rouges, comme Bételgeuse par exemple. Elles vont ensuite exploser en supernova pour donner un trou noir ou une étoile à neutrons. Donc là, vous avez le film en accéléré. Maintenant, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Et là, je vais vous demander de fermer les yeux. Et je vous réveille à la fin s'il y a des gens qui ronflent. Si vous comprenez ça, vous comprenez tout à la vie d'une étoile. Donc, une étoile, c'est un combat entre deux forces. Vous voyez que je suis très bon en dessin. D'un côté, la gravité qui pousse vers le centre. Au centre, on a des réactions de fusion nucléaire qui vont compenser et pousser dans l'autre sens. Donc vraiment, imaginez ça. Parce que je vais vraiment vous faire réfléchir, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui travaille. Donc la gravité va pousser vers le centre, ça va entraîner des réactions nucléaires qui vont compenser dans l'autre sens. Donc ça pousse et ça retient dans l'autre sens. Vous êtes prêts? Vous pouvez rouvrir les yeux. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'une étoile, elle est sur la séquence principale, j'ai réussi à le placer, elle transforme de l'hydrogène en hélium dans son cœur. Donc là, pour ceux qui n'ont pas fait de maths ou de physique, ça peut faire peur les graphiques, mais j'espère que ce n'est pas trop compliqué. Ce que je vous montre, en plus c'est en anglais, c'est la composition du gaz en fonction de la distance au centre. Ici on est au centre, ici on est à la surface. Et là, vous voyez que par exemple, que quand l'étoile s'est formée, quand le Soleil s'est formé, on avait un peu plus de 90% d'hydrogène et 10% d'hélium, et on avait la même composition dans le cœur et à la surface de l'étoile. C'est clair pour tout le monde, le gaz est uniforme. Les réactions nucléaires ont lieu dans le cœur. Ça fait 5 milliards d'années que le Soleil transforme de l'hydrogène en hélium. Ben maintenant, on a beaucoup d'hélium dans le cœur et très peu d'hydrogène. Dans 5 milliards d'années, on va arriver à un moment où dans le cœur, il n'y aura plus que de l'hélium. Si vous vous rappelez ce petit truc-là, qu'est-ce qui va arriver à votre avis? La gravité va l'emporter. Il n'y a plus de réaction nucléaire, vu qu'il n'y a plus que de l'hélium, on ne peut plus fusionner de l'hydrogène, il n'y en a plus. La gravité va l'emporter, l'étoile elle va se contracter. Prenez du gaz, contractez-le, qu'est-ce qui va arriver? Il va se réchauffer. Le gaz se réchauffe, on va pouvoir commencer à fusionner l'hélium pour former du carbone. Ce carbone est hyper important, toute la vie organique sur Terre est basée sur le carbone. Et il faut savoir que les étoiles, comme le Soleil, elles n'ont pas assez de gravité, donc leur masse n'est pas assez grande pour qu'elles fusionnent le carbone. Elles n'arriveront pas à créer une température assez haute pour que le carbone brûle. Donc leur histoire s'arrête là. Donc les étoiles comme le Soleil, elles vont s'arrêter au carbone. Je fais une petite pause pour ces étoiles, parce que les étoiles massives vivent moins longtemps, donc c'est celles qui vont mourir en premier. Donc si je veux raconter la mort des étoiles dans le bon ordre, je vais commencer par les étoiles massives. Donc les étoiles massives, elles vont faire ce combat en permanence, elles vont former des atomes de plus en plus lourds. On a brûlé d'hydrogène, ça se contracte. Il n'y a plus que de l'hélium, ça se contracte, on fusionne l'hélium. L'hydrogène, ça fusionne à 40 millions de degrés. Là, j'ai pris une étoile qui fait 20 fois la masse du Soleil. Ça dure 7 millions d'années. L'hélium, ça se contracte, ça se réchauffe, il fait 200 millions de degrés. Pendant 500 000 ans, on brûle l'hélium. Le carbone, 600 millions de degrés, ça dure 600 ans. Et vous voyez que tout va de plus en plus vite.
et on forme une étoile en structure d'oignon avec des atomes de plus en plus lourds dans le centre. Vous voyez, par exemple, le néon, ça dure 1 an, l'oxygène 6 jours, le silicium 1 jour. En fait, tout va vraiment de plus en plus vite. Vous imaginez, une étoile, elle va vivre des millions d'années, la fusion du silicium va durer 1 jour. Il ne faut pas rater s'il faut prendre des photos, choses comme ça. Et là, on arrive au fer. Et là, je pense que beaucoup de gens ont entendu parler du problème du fer. Je vous ai parlé de réaction nucléaire. Réaction nucléaire, ce que je vous montrais, c'était ce qu'il y a ici, c'est de la fusion. La fusion, c'est qu'on prend des petits atomes, on les fusionne, je pense que ça porte bien son nom, ça forme des plus grands atomes, E égale mc2, ça crée de l'énergie. De l'autre côté, on a des gros atomes, par exemple l'uranium, je pense que vous avez déjà entendu parler de l'uranium. Les réactions nucléaires d'uranium, ce n'est pas de la fusion, c'est de la fission. On a des gros atomes, on les casse, ça crée de l'énergie. Et là, vous voyez, au niveau du fer, on arrive à un coude. En fait, pour fusionner le fer, il faudrait plus d'énergie que ça n'en produit. Donc on ne va pas pouvoir fusionner le fer. Donc qu'est-ce qui se passe quand on arrive au fer? La fusion s'arrête, il n'y a plus de réaction de fusion possible par l'action de la gravité. La gravité l'emporte sur les réactions nucléaires, mais cette fois-ci c'est fini. Le combat entre la gravité et les pressions nucléaires, c'est fini, la gravité l'a emporté. L'étoile s'effondre rapidement, ça dure moins d'une seconde. En moins d'une seconde, toute la matière de l'étoile s'effondre. Souvent on parle d'explosion de supernova, il y a des explosions de supernova, mais dans ce cas-là c'est une implosion, et la matière se retrouve au centre, ça devient dense, elle rebondit. Et c'est comme ça qu'on forme quelques éléments lourds. Donc c'est un truc, souvent les gens disent que tous les éléments lourds sont formés quand elles s'effondrent, mais il y a d'autres façons de faire les éléments lourds, on pourra en parler tout à l'heure. Et on forme une supernova, et je ne suis pas très fier du dessin. Je vous ai parlé de milliards, de millions d'années. Personnellement, j'ai du mal à... Enfin, les êtres humains vivent rarement plus de 100 ans. Donc c'est quelque chose de difficile à concevoir. Imaginons qu'une étoile massive vive un jour. Donc si on imagine qu'une étoile vit 24 heures, la séquence principale, ça fait 2 fois que je le place, la fusion d'hydrogène durerait 22 heures et 24 minutes. L'hélium, 1 heure et 35 minutes et 53 secondes. Donc il est presque minuit moins 5. On a fait 2 réactions de fusion. Il va falloir se bouger un petit peu l'arrière-train. Le carbone, 6 secondes 99. Le néon, 6 millisecondes. Vous voyez, tout va vraiment très très vite. L'oxygène, 3,97 millisecondes. Le silicium, 0,03 millisecondes. Et on arrive sur on a formé du fer et c'est la fin. Donc vraiment, c'est pour vous montrer que l'évolution de ces étoiles, les réactions nucléaires, tout va de plus en plus vite quand on a des plus grandes masses qui sont engendrées. Et ça donne une explosion de supernova. J'aime beaucoup montrer cette image. Parce que c'est une observation actuelle, mais qui raconte un événement historique. Donc en 1054, il y a je ne parle pas très bien chinois, donc je ne vais pas dire comment on dit étoile invitée en chinois, mais les Chinois ont rapporté que dans le Taureau, ils ont observé une nouvelle étoile qui était visible à l'œil nu en plein jour. En 1054, elle était visible en Chine. A priori, elle aurait dû être visible en Europe aussi. Donc on l'a pas raconté, c'est bizarre, c'est pas dans les textes, donc je ne sais pas ce qui se passait. J'imagine qu'en France, on devait être occupé à taper sur la gueule des Anglais. C'était avant l'invention du rugby, donc du coup, c'est ce qu'ils faisaient. Et donc, le gaz est en expansion de pluie. Ce qui est rigolo, c'est qu'avec les observations actuelles, on peut même voir l'étoile qui est morte. Et là, ce qu'on voit, donc ça, c'est le pulsar qui tourne sous lui-même très rapidement. Et là, on voit le gaz qui est en expansion depuis 1054. Et c'est un exercice que j'aime bien donner à mes étudiants, c'est que je leur donne la dimension de la nébuleuse, je leur donne la vitesse du gaz, et je leur dis depuis quand le gaz est en expansion, sachant que ça a explosé, on l'a vu en 1054. C'est pas très compliqué, on peut le faire avec une soustraction, mais sinon, si on vous donne la vitesse de quelque chose et la distance à parcourir, le temps, c'est pas très compliqué. Bon, je dois avouer que leur prof est visiblement pas très bon, parce qu'ils pensent qu'ils partent de là, ils prennent la distance entière, donc ils disent que la distance parcourue est tout ça, alors qu'évidemment, ça part du milieu, donc souvent, il y a un facteur 2 de différence. Il faut penser, des fois, je fais des pièges quand même. Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'on peut, aujourd'hui, observer ce qui a été observé il y a presque 1000 ans. Et voir vraiment, et j'adore, si on fait des observations, on peut vraiment voir le gaz en expansion, si on fait des images à plusieurs années d'intervalle. Et là, ce qu'on voit, c'est la galaxie qui s'enrichit en nouveaux éléments. Donc ce dessin, je vous ai dit que je l'ai montré plusieurs fois. Est-ce que vous savez quel côté on a fait? Je vois les gens montrer la gauche, mais c'est la droite, parce qu'on a inversé, mais oui, c'est... Donc on a fait ce côté-là. On a créé de l'oxygène, du fer, du magnésium, du silicium. Et tout ça, ça va repartir quand l'étoile va exploser. Ça va repartir dans le milieu interstellaire. Donc il y avait de l'hydrogène et de l'hélium. Maintenant, on a de l'oxygène, du fer, du magnésium, du silicium et plein d'autres éléments.
Donc je ne vais pas vous demander si on a fait la droite, lequel on va faire maintenant, mais on va aller à gauche, évidemment. Les étoiles de type solaire, la fusion va s'arrêter au carbone. Les étoiles deviennent des géantes rouges, ce qu'on appelle une AGB. Ça, c'est une image que j'avais obtenue avec des collègues avec ALMA. Et il faut savoir que ces étoiles AGB, c'est la principale source de carbone dans l'univers. Donc 95% des étoiles passent par surface, parce que l'univers a tendance à former des étoiles de faible masse. Donc 95% des étoiles ne vont pas fusionner le carbone. Et du coup, ces étoiles que j'étudie sont la principale source de carbone dans l'univers. Ça, c'est, je pense, le graphique que j'ai le plus montré dans ma vie, parce que je le montre à chaque fois à toutes mes conférences grand public et à toutes mes conférences sur mes projets de recherche. C'est quelque chose que j'avais montré pour la première fois le 5 décembre 2005 pour ma soutenance de thèse. Encore une fois, ça peut faire peur, mais je pense que c'est utile, parce que je vais vous montrer ce qui se passe dans ces étoiles et pourquoi on a besoin de poussière d'étoiles. Ça, c'est la phase clé. Quand Hubert Reeves, quand il nous a parlé de poussière d'étoiles, son livre, je l'ai dévoré, mais il n'avait pas parlé de ça parce qu'on ne le savait pas encore très bien. Les réactions nucléaires, elles ont lieu dans le cœur. Donc ici, on a le cœur en bleu, l'enveloppe composée d'hydrogène et d'hélium en rose. À gauche, j'ai une coupe en fonction de la masse. À droite, une coupe en fonction du rayon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cœur, la moitié de la masse est dans le cœur et toutes les réactions nucléaires ont lieu là. Donc les éléments nouveaux, ils sont ici. Mais ce cœur, il est tout petit. Donc ce qu'il va falloir faire, donc, maintenant qu'on a créé les nouveaux éléments, on va devoir les faire remonter à la surface, parce que s'ils ne remontent pas à la surface, qui reste dans le cœur, ça ne servira à rien de les avoir créés, et les éjecter. Et là, comment ça va se passer? Déjà, il y a un premier truc, il y a ce qu'on appelle la convection. Qui sait ce que c'est la convection ici? Qui est étudiant? Bon, les étudiants, vous avez déjà fait cuire des pâtes. Quand vous mettez une casserole avec de l'eau qui bout pour faire les pâtes, quand les bulles d'eau montent et redescendent, c'est ce qu'on appelle la convection. Ben là, on a des cellules de convection. Elles sont quasiment de la taille du Soleil. Donc, avec cette convection, on a les choses qui sont en bas qui vont remonter. Donc on fait remonter à la surface les éléments qui ont été créés. C'est la première étape. Les étoiles, en plus, elles pulsent, donc elles deviennent de plus en plus petites, puis de plus en plus grandes. Et là, on voit des éjections de matière. Je ne sais pas si vous regardez, il va y en avoir une ici, par exemple. Là, j'en suis une là. Il y en a une autre ici. Là. Le gaz autour de l'étoile, il s'éloigne. S'il s'éloigne, il est plus loin de la source de chaleur. Il va faire quoi? Il va refroidir. Je vous avais quand même bien aidé. Il y a des chocs. Donc les chocs, ça va faire que le gaz va être plus dense. Quelque chose qui est dense et froid, vous prenez un gaz, vous le rendez dense et froid, il se solidifie. C'est comme ça que se forme la poussière d'étoile. Donc vraiment, quand vous avez entendu dire « nous sommes des poussières d'étoiles », la plupart du temps, on parlait juste de la formation des éléments dans le cœur. Là, on a vraiment de la poussière qui se forme grâce à cette pulsation et cette convection et ces chocs. Et la poussière, pourquoi elle est importante? Il y a beaucoup de raisons. Là, je vous ai fait un petit schéma qui montre un petit peu la surface de l'étoile, la poussière qui se forme ici. La poussière, elle va absorber le rayonnement de l'étoile. À chaque fois qu'elle reçoit un grain de lumière, elle va recevoir de l'impulsion et ça va la faire partir. Donc l'éjection de matière, elle n'aurait pas lieu sans poussière. La poussière permet à la matière de partir. Donc on a créé la matière par réaction nucléaire dans le cœur, on l'a fait remonter à la surface par la convection, la poussière absorbe le rayonnement de l'étoile, ça fait que la matière part. Donc il y a vraiment 3 étapes pour que nous soyons des poussières d'étoiles, il faut tout ça. La poussière, en plus, elle va ensuite enrichir, donc cette perte de masse, on va faire partir la matière, la poussière se forme, elle entraîne le gaz, et ainsi on va enrichir la galaxie en nouveaux atomes. Et c'est hyper important aussi cette poussière, parce que dans le milieu interstellaire, donc dans le milieu entre les étoiles, si vous prenez un nuage typique, il y aura un atome par centimètre cube. La probabilité que 2 atomes se rencontrent pour faire une molécule est assez faible. J'aime bien dire que la poussière, c'est un peu le Tinder du milieu interstellaire, c'est ce qui permet aux atomes de se rencontrer pour faire des molécules. Et ça marche assez bien, c'est grâce à ça qu'on arrive à former des molécules dans le milieu interstellaire, et on va enfin pouvoir former des planètes. Donc on retourne à ce que je vous ai montré tout à l'heure. On n'y va pas tout de suite, je me suis un petit peu emballé. J'aime bien montrer des belles images aussi, et faire des prédictions. Je ne suis pas astrologue, même si souvent on me présente comme astrologue. Mais là, je fais une prédiction, c'est ce qui va arriver au Soleil dans 5 milliards d'années. Et je me mouille, si je me trompe, je vous paye tous un coup. Et je suis breton, donc quand je dis que je paye un coup, je le fais. En fait, ce que je vous montre ici, déjà c'est une belle image, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut se rendre compte quand on regarde quelque chose dans le ciel. Par exemple, si je vous montre le pointeur laser ici, il aura l'air plus grand pour toi au premier rang que pour la personne au dernier rang. Pourtant, c'est le même pointeur laser.
Si on regarde une étoile, c'est pareil. Connaître la dimension réelle de l'objet, il faut connaître sa distance. Et donc ça, ce qu'on voit, c'est des nébuleuses planétaires, des étoiles en train de mourir. Et ça, c'est des collègues en Australie et à Hong Kong qui ont mis au point une méthode qui permet de déterminer la distance des nébuleuses planétaires. Et du coup, ils ont fait une sorte de film où on voit des nébuleuses de plus en plus grandes. Ce qu'on voit, celle-ci, elle est plus jeune que celle-là. Celle-là, c'est la plus âgée. Donc on voit vraiment l'évolution avec le gaz qui est éjecté, l'étoile qui se réchauffe, qui ionise, donc qui excite tout ce qu'il y a autour, et ça fait des super nébuleuses. Et je pense que dans 5 milliards d'années, dans un peu plus de 5 milliards d'années, on aura un très beau spectacle. Et encore une fois, venez boire un coup si je me trompe. Ce schéma, je pense que vous l'avez déjà vu. Je vous ai montré tout à l'heure ce qu'il y avait à droite. Cette fois-ci, on est à gauche. Avec des étoiles de faible masse, on a formé de l'oxygène. C'est assez important, je trouve ça assez utile. Le carbone, le fluor, l'aluminium, et tout ça va repartir dans le milieu interstellaire. Donc du coup, grâce à ces étoiles, on est capable de former tous les éléments. Il y a tout ce qu'il faut pour faire les planètes et la vie. Si on regarde le tableau de Mendeleïev que je vous ai montré tout à l'heure, aujourd'hui, on est capable d'avoir une bonne idée sur l'origine cosmique de chaque élément. Donc en rouge, l'hydrogène, l'hélium, je pense que c'est bon, vous savez d'où ça vient. Il y a un peu de lithium aussi, du bore, du beryllium. Et on est capable de... Là, je vous ai fait un truc simplifié en vous montrant si les étoiles étaient seules. Il faut savoir que 70% des étoiles vivent en couple. Et du coup, elles meurent aussi en couple, donc la formation devient un peu plus complexe. Mais en gros, en bleu, tout ce qui est ici, donc le bleu clair, c'est des étoiles doubles. Les étoiles jaunes aussi, tout ce qui est en jaune, c'est en double aussi. Donc on est capable de savoir aujourd'hui, chaque élément sur Terre, de quel type d'étoile ça vient. Et je trouve ça assez extraordinaire. Et là, je tiens à mettre en avant quelqu'un. C'est souvent, quand je dis « nous sommes des poussières d'étoiles », vous pensez peut-être à Hubert Reeves ou à Carl Sagan. Mais ces travaux qui ont permis de savoir d'où viennent tous les éléments, c'est un papier qui s'appelle B2FH, qui est sorti en 1957. Et la première autrice de ces travaux s'appelle Margaret Burbidge, qui est une Britannique qui est assez extraordinaire, qui est un petit peu oubliée, que j'aimerais bien qu'on réhabilite. Quelqu'un qui a observé pendant la guerre, alors qu'il y avait les bombes qui tombaient et tout. Elle a voulu aller travailler aux États-Unis. On lui a interdit d'aller travailler au Mont Wilson. Essayez de deviner pourquoi. Première chose, c'était parce que les demandes, c'était que pour les hommes. Et l'excuse, c'est qu'il n'y ait pas de toilette pour femmes à l'observatoire. Donc c'est assez triste. Et la situation est un petit peu meilleure, mais ce n'est pas encore parfait. On est encore loin de la parité. Et je pense que c'est important de rappeler qu'il y a des femmes extraordinaires qui ont fait des choses. Et comme je vois qu'il y a des jeunes filles dans la salle, j'espère que... Sachez qu'il y a quelqu'un la mère qui tape à côté, regarde, c'est pour toi. L'astronomie, c'est pas fait que pour les hommes blancs barbus à lunettes. C'est mon message. Je sais pas comment je dois le prendre, ça. Je peux rester quand même. Donc voilà, on retourne à la formation des éléments. Donc là, cette fois-ci, on a tout ce qu'il faut, on peut former la Terre. C'est ce qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années. Là, je remonte le film pour ceux qui dormaient au début. Donc, on a une étoile qui va se former sous l'effet de la gravité dans le centre. On va avoir un disque autour. Dans le disque, on va avoir des grumeaux. On va former des planètes. Et parmi ces planètes, il y en a une qui va s'appeler la Terre. Là, encore une fois, je simplifie. L'idée, c'est vraiment que vous ayez l'idée d'un petit peu ce qui se passe. Tout n'est pas encore connu, mais on sait que la Terre va gagner de l'énergie. Donc, on a ce planétésimal qui, petit à petit, il y a des astéroïdes qui rentrent en collision avec. Donc ça va gagner de l'énergie. Les choses les plus lourdes vont tomber dans le centre, ce qu'on appelle la différenciation. Donc on va avoir un noyau de fer qui va tourner sur lui-même. Ça pourrait faire un champ magnétique. Et il se trouve que c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que les boussoles, certaines indiquent le sud, mais en général dans l'hémisphère nord, ça indique le nord quand même. Je ne citerai pas de nom. Donc là, on a la différenciation. À chaque fois qu'il y a un impact, la Terre reçoit de l'énergie. Est-ce qu'il manque quelque chose là ? Vous allez me dire, il manque plein de trucs. Il manque de l'eau. Moi, je vois un truc beaucoup plus gros qui manque. Il y a quelqu'un qui a dit la Lune. Oui, il y a des impacts. Ils sont plus ou moins petits. Et à un moment, il y aura un impact. Le suspense est terrible. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va avoir une Lune ou pas ? Je l'ai vu hier soir, donc a priori c'est bon. Donc, il y a un corps beaucoup plus gros qui va rentrer en collision avec la Terre. Un petit peu tout. Encore une fois, c'est une vue d'artiste. C'est des gens qui me demandent des fois, c'est un vrai film ? Ouais. On peut retourner dans le passé avec des télescopes, mais on ne peut pas voir la formation du système solaire. Donc là, on va avoir un disque et autour, on va former la Lune. Donc on continue. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure qu'il manque encore des choses. Donc là, la Terre, elle est chaude.
avec tous ces impacts. La chaleur est dans le cœur de la Terre. C'est très simplifié, encore une fois, il y a encore beaucoup de sujets qu'on ne sait pas trop. Mais les volcans vont relâcher de l'eau et du CO2. D'où vient l'eau? On ne sait pas trop encore, ça pourrait venir des comètes ou des astéroïdes. Donc on a une atmosphère avec de l'eau et du CO2. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des nuages? J'ai grandi là-dessous, il pleut. Donc on forme les océans. Le CO2 va aussi tomber, c'est pour ça qu'il est capté dans les océans. Et voilà, on a notre belle planète Terre. Ensuite, je fais un gros raccourci, la vie apparaît. Il y a à peu près 3,8 milliards d'années, donc on forme des cellules, des bactéries. Les premières traces de vie complexe auraient été observées au Gabon il y a 3,1 milliards d'années. Juste pour vous donner une idée, c'est pour vous montrer que la planète Terre se forme il y a 4,5 milliards d'années, et assez rapidement, quand même, la vie apparaît. Un truc important, c'est la dérive des continents. Ça, c'est un truc que j'en ai pas mal parlé avec Morbidelli, Alessandro, qui est un ami et aussi un spécialiste de la formation du système solaire. Là, on voit la dérive des continents. Vous voyez l'Inde, par exemple, qui va venir ici rencontrer l'Asie. Ça va former une grande chaîne de montagnes, donc l'Himalaya. Pourquoi je vous montre ça? Déjà parce que c'est joli. J'aime bien montrer les trucs jolis, mais surtout, ça montre, si vous regardez chaque endroit sur Terre, il s'est trouvé à différents endroits avant, parce que les continents bougent. Ça fait que chaque lieu sur Terre a été à différentes conditions de température, d'altitude, de composition. Donc on a vraiment des milieux différents, et ça va engendrer la diversité des espèces. Et ça va être important pour l'explosion de la vie multicellulaire il y a 600 millions d'années. Pour ça, on va faire un petit cours de sélection naturelle, juste voir si vous n'êtes pas daltonien ou si vous êtes capable de reconnaître des lapins. Donc là, imaginez, il y a des prédateurs qui veulent manger des lapins. À votre avis, lesquels vont se faire bouffer en premier? C'est assez simple, a priori. C'est les lapins blancs parce qu'ils sont plus faciles à repérer. La sélection naturelle, souvent c'est mal compris, les gens disent que les espèces s'adaptent pour mieux vivre. Non, en fait, c'est la sélection naturelle, c'est ceux qui sont le mieux adaptés à leur milieu qui vont survivre. Donc là, on va tuer tous les lapins blancs, il ne restera plus que des marrons pour se reproduire. J'aime bien expliquer à ma nièce aussi, la sélection naturelle, expliquer aux enfants, c'est que tous les poissons qui ne savaient pas nager sont morts noyés. C'est une façon simple de le voir. Donc si vous ne savez pas comment expliquer la sélection naturelle, bon, j'espère que vous n'allez pas juste rigoler, que vous allez retenir la conférence aussi quand même. Mais... Donc comme il y a eu beaucoup, grâce à la tectonique des plaques, il y a eu plein de milieux différents, il y a plein d'espèces différentes. À un moment, il y a une espèce particulière qui va arriver, encore une fois c'est simplifié, c'est certainement un peu plus complexe que ça. À la corne de l'Afrique, si dans l'est de l'Afrique il y a plus de 2 millions d'années, l'être humain qui apparaît, à partir de là, il y a plein de migrations qui commencent vers l'Afrique du Sud, vers l'Afrique de l'Ouest. Ici, on va traverser la mer Rouge, la péninsule arabe, pour aller vers l'Himalaya, justement. Là, ça va être une migration intéressante qui va amener en Australie, parce qu'à l'époque, on pouvait traverser. Donc, les aborigènes sont arrivés, a priori, assez rapidement. Les ancêtres des aborigènes sont arrivés assez rapidement en Australie. Il y a une autre migration qui arrive ici, qui va traverser encore une fois la mer Rouge, la péninsule arabe, qui va aller vers la Chine. Je vous montre juste que je connais un petit peu la carte du monde, c'est cool. Hein. Là, il y a une migration que j'aime beaucoup, c'est cette migration qui va aller dans les îles du Pacifique, qui va peupler notamment Hawaï, les autres îles. Et là, il y a une migration qui va nous intéresser. On va aller vers l'Asie, puis l'Europe du Nord, pour arriver petit à petit. Je ne sais pas s'il y aura une flèche qui va passer au-dessus de la Cité des Sciences, mais ça ne va pas être très très loin. Je pense qu'on est passé pas très loin de Paris. Là, il manque quelque chose. Quel continent n'est pas habité? C'est juste pour... Il en manque 2, en fait. Il y a l'Antarctique aussi, mais il n'est pas encore habité a priori. Donc on aura une dernière migration, et je pense que vous le savez, c'était par le détroit de Bering entre l'Asie et l'Alaska. C'est vraiment une distance très courte, et à l'époque, on pouvait traverser tranquille à pied. Donc on peuple petit à petit le nord de l'Amérique, puis l'Amérique du Sud. Ça, c'est un message que j'aime passer, c'est juste pour rappeler que si vous n'êtes pas né en Afrique de l'Est, vous êtes forcément des descendants de migrants. C'est un rappel scientifique. Et là, juste, je vous ai parlé de plein de choses. J'ai raconté plein de conneries aussi. Je me suis rendu compte que je n'avais pas fait gaffe. Et ça vient naturellement. Donc je pense que c'est important qu'à la fin, vous vous rappeliez de quoi j'ai parlé, pas juste des conneries. Donc je vais essayer de vous faire un petit résumé. C'est pour les gens qui dormaient au premier ou au deuxième rang. Donc il y a 13,8 milliards d'années, il y a le Big Bang. Juste après, on forme de... C'est bon. Il y en a qui ont tenu toute la conférence. Assez rapidement, ça arrivait un peu plus tard, celui-là.
On forme les premières galaxies, donc il y a 12 ou 13 milliards d'années, dont la Voie lactée. Donc, notre Voie lactée, si vous la regardez, je vous recommande encore une fois d'aller à un endroit où on peut la voir et voir notre galaxie qui a plusieurs milliards d'années. Il y a 4,5, 4,6 milliards d'années, on forme la Terre. 600, 700 millions d'années après, la vie apparaît sur Terre, donc c'est assez rapide. Il y a, ne regardez pas, il y a 600 millions d'années, la vie multicellulaire apparaît. Donc la vie complexe, c'est assez récent à l'échelle de l'univers. Et il y a quelques millions d'années, les premiers hominidés débarquent. Encore une fois, tout à l'heure, je vous ai parlé de millions d'années, je l'avais transformé en 24 heures. Imaginons que l'univers ait 1 an. Donc, le 1er janvier, c'est le Big Bang. Le mal de tête, cherchez pas, ça vient de là. Donc, le Big Bang, le 1er janvier. Début février, on forme des galaxies et la Voie lactée. Donc, assez rapidement, quand même, c'est les vacances, tout le monde va au ski. Ben, dans l'univers, on fait les galaxies et la Voie lactée. À la mi-août, en France, il ne se passe pas grand-chose, mais là, on est en train de former notre système solaire. Début septembre, la vie apparaît sur Terre. Donc, vous voyez, à partir du moment où le système solaire est formé, ça va vraiment très vite pour que la vie apparaisse. Par contre, la vie complexe, il faut attendre la mi-décembre. Les premiers hominidés, c'est le soir du 31 décembre. La civilisation humaine, 30 secondes avant minuit, débarque, ouais, il y a du champagne, c'est cool. Enfin, c'est juste pour vous montrer que si l'univers avait 1 an, on serait là depuis même pas 30 secondes. Pas nous, en tant qu'êtres humains qui avons moins de 100 ans, mais la civilisation humaine. Et si on réfléchit, ça fait pas longtemps qu'on est là, mais on a foutu un sacré bordel quand même. Je vous ai montré notre place dans le temps. Maintenant, on regardait notre place dans l'espace. J'aime bien faire le facteur interstellaire ou intergalactique. Imaginez, un facteur, on envoie une lettre. Moi, quand j'étais petit, j'écrivais le nom de mon village, j'écrivais à ma grand-mère, je soulignais France, en gros, pour être sûr que ça arrive au bon endroit. Mais là, imaginez le facteur, c'est un facteur intergalactique, il va falloir être plus précis. Bon, déjà, j'aurais mis Cisin, Bretagne, parce que c'est quand même important de préciser, je ne sais pas si je vous l'avais dit que j'étais breton. France, mais il faudrait ensuite ajouter que c'est sur Terre. Et la Terre, en fait, c'est l'une des 8 planètes. Je vois certaines personnes au premier rang qui disent « Bon, à l'école, j'ai appris qu'il y en avait 9, moi aussi, mais on va dire 8. » C'est une des 8 planètes du système solaire. Donc, Terre, système solaire. Mais le système solaire, c'est juste 8 ou 9, suivant comment vous comptez, mais je dirais 8 planètes autour d'une étoile, qui est une étoile comme les autres parmi le voisinage du système solaire. Le voisinage du système solaire, c'est juste un tout petit bout de notre galaxie, la Voie lactée. Et la Voie lactée, c'est juste une des galaxies du groupe local. Donc déjà, on a notre adresse, ça serait Terre, système solaire, voisinage du système solaire, Voie lactée, groupe local de galaxies. Bon, c'est la deuxième plus grosse, la première c'est Andromède, mais quand même, c'est qu'une des galaxies du groupe local, il y en a plein d'autres autour de la nôtre et d'Andromède. Mais le groupe local de galaxies, en fait, c'est qu'un groupe local parmi le super amas de la Vierge. Le super amas de la Vierge, c'est qu'un petit bout, c'est qu'un des super amas locaux. Et les super amas locaux, c'est qu'un tout petit bout de l'univers observable, parce qu'aussi bien, il est plus grand que ça. Donc, je vous ai rappelé que notre place dans le temps, on vient juste d'arriver. Dans l'espace, je pense que quand on fait de l'astronomie, ça rend humble, on se rend vraiment compte qu'on n'est pas grand-chose. Donc, je vais finir par ma conclusion habituelle. Notre planète, c'est la seule connue avec de la vie intelligente, entre guillemets, parce que Donald Trump a quand même été président des États-Unis. C'est aussi la seule planète avec les crêpes de ma mère, et la seule avec de la bière, alors prenons soin d'elle, et je vous remercie.